Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon champ expérimental, bienvenue à Schwedt en cette journée particulièrement froide. Alors, chose promise, chose due, j'ai dit que je vous embarquerai sur le chemin de faire de vous des masters dans l'approche du 4 pour 1000 qui a pour objectif de capturer ou alors de compenser tout le gaz, le CO2 émis dans l'atmosphère par les combustions du fossile et de deux, d'augmenter la fertilité du sol par l'apport du carbone. Alors, pour pouvoir y arriver, on doit utiliser un outil ou alors un nombre d'outils, parmi lesquels l'agriculture de conservation. Okay? Alors, le but, c'est d'aller étape par étape en utilisant un langage facile qui est compréhensible par tout un chacun. Okay? Donc, du point A jusqu'au point Z, donc en ce début d'hiver jusqu'en été, hein, on va aller étape par étape. Je veux m'atteler à vous expliquer dans les détails afin que chacun puisse maîtriser de stocker du carbone dans le sol et ainsi faisant devenir autonome dans la fertilisation du sol. C'est l'outil aujourd'hui qui a la seule capacité de pouvoir atteindre l'un des objectifs des accords de Paris signés en 2015. Alors, là vous voyez cette tige de maïs. Quand vous regardez le diamètre de la canne, okay? Si on vous dit que ce maïs a été cultivé de manière organique ou alors agroécologique sans aucun apport d'engrais de synthèse. Regardez la taille de la tige. Alors, j'ai fait des récoltes de ce maïs en fin octobre. Cependant, j'ai juste enlevé les épis et j'ai laissé toutes les tiges de maïs sur pied. Pourquoi? Les gens me poseront la question. Parce que en les laissant sur pied, elles étaient encore vertes, donc la fonction chlorophyllienne continue à faire son travail. La plante continue à produire du sucre. Et comme ce sucre-là n'allait pas dans les épis ou même dans la tige ou alors dans les feuilles, tout le sucre allait dans le sol. Et vous savez, le carbone représente 42% du poids du sucre. Vous connaissez la fameuse formule du sucre, le C12H22O11. Le carbone est plein dans le sucre. Et une fois dans le sol, vous avez donc les millions, voire des milliards de micro-organismes qui vont être nourris à ce sucre-là. Ce qui va leur donner donc la force de décomposer la matière organique qui est mise sur le sol. Une partie de cette matière organique-là va être minéralisée. Quand on dit minéralisée, ça signifie que transformée en minéral, tel que l'azote, le phosphore et nanana. Et une autre partie va être transformée en humus. Donc,
Au lieu que, à la fin de votre récolte, vous vous précipitez pour couper les tiges, ayez donc en tête que vous pourrez continuer à apporter du carbone dans le sol en laissant ces tiges-là un peu plus longtemps sur pied. Premier principe à retenir, voilà, que vous avez besoin du sucre qui va dans le sol et une fois dans le sol, vous nourrissez les millions et les milliards de micro-organismes qui donnent la vie au sol. Sur un hectare de terrain de sol agricole, vous avez entre 5 et 8 tonnes de micro-organismes par hectare. Tout ça dans le sol. Donc c'est la surpopulation. Vous avez là une armée des micro-organismes prêts à travailler. Il faut les mettre au travail. Il faut utiliser cette manne naturelle. Alors, on passe maintenant au deuxième principe. Je vais vous montrer ce qui se passe. Alors là, vous voyez, en coupant les tiges du maïs, je me suis assuré que j'ai laissé près de 10 cm au-dessus du sol. Ok? Et ça va rester sur ce que la tige va pourrir. Il est hors de question que je déracine ces tiges-là, contrairement à ce que font beaucoup, par exemple en Afrique, où ils viennent et prendre et l'épi et la tige et ils déracinent la tige pour peut-être pour l'utiliser comme énergie pour le feu. Alors lorsque vous déracinez une racine qui est là dans le sol, regardez ça, c'est une racine de maïs. Lorsque vous déracinez une machine, vous enlevez tout ça. Toute cette masse qui est là est tellement riche en micro-organismes. C'est là où se passe la concentration la plus élevée en micro-organismes, c'est autour de la racine. Il y a une vie là incroyable. Alors lorsque vous l'enlevez, vous allez laisser comme une grosse plaie dans le sol. Ok? Donc l'idée, effectivement, c'est de ne pas perturber ce sol-là. Tout reste là. Et vous continuez à apporter de la matière organique. Comme ça, dès l'été prochain, tous les microbes qui sont là seront en place, très forts, et ils auront travaillé tout le printemps pour enrichir le sol. Lorsque vous arrachez ça, vous arrachez avec cette racine des milliards et des milliards de micro-organismes qu'il faudra remplacer. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc ça, il faut le laisser imperturbé pour pouvoir obtenir effectivement du maïs avec des tiges, une tige pareille. Et tout cet été, tout cet hiver, je vais continuer donc à apporter de la matière organique pour pouvoir couvrir toute cette zone-là et mettre ces micro-organismes en travail. Alors vous voyez tout ce fagot de tiges de maïs que j'ai coupé sur ce petit bout de champ qui fait à peine 2 mètres carrés de surface. Ce que je vais faire, donc je vais diviser ce fagot en deux. Une partie, je vais recouvrir le sol et l'autre moitié, je vais découper pour pouvoir faire du compost. Alors, contrairement à ce que beaucoup font, et généralement c'est le cas peut-être en Afrique, ils vont prendre ce fagot, plus les racines, ils vont amener au village, ils vont aller nourrir les bêtes avec. Et les bêtes vont manger dans ce fagot et ils vont aller chier partout. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement que si vous prenez donc ce fagot pour aller nourrir les bêtes, assurez-vous que les animaux sont gardés dans un enclos, ce qui va vous permettre de récupérer les cacas de ces animaux-là. Ça peut être les chèvres, ça peut être le bœuf, ça peut être les porcs, pour pouvoir les ramener ici
là où vous avez pris cette tige-là, afin de maintenir le cycle de la fertilité du sol. Lorsque vous prenez, vous amenez et que vous ne ramenez pas, vous cassez le cycle de la fertilité et c'est comme ça que votre champ, la fertilité de votre champ va diminuer en année. Chaque année, elle va diminuer et vous allez vous retrouver en train de vouloir faire appel effectivement aux engrais de synthèse. Maintenir le cycle de la fertilité du sol, ça, il faut le retenir dans votre tête. Si vous enlevez quelque chose d'ici, que vous l'amenez, pensez à ramener une partie. C'est très important. Si j'étais en Afrique, j'aurais même attaché une chèvre ici. Comme ça, elle broute. Elle broute et elle chie là où elle a brouté. Certes, le volume va diminuer, mais ces cacas sont riches, intensement riches et prêts à l'utilisation. Je n'ai pas besoin de passer par un compost. Voilà. Si vous avez des contraintes de faire du compost, trouvez un composteur vivant, dont une chèvre, un porc, un bœuf, qui va faire le travail et en si très peu de temps parce que l'animal va manger tout de suite et dans quelques heures, elle va chier la bouse et cette bouse-là, vous allez prendre la fiente que vous allez prendre pour venir épandre sur le sol. Très important dans le processus, un, d'introduire du carbone dans le sol et de deux, d'augmenter la fertilité de votre sol. Là, vous voyez, j'ai divisé dans le fagot en deux. Donc, une partie, j'ai recouvert le sol. Ça va permettre d'éviter que lorsqu'il pleut, que ce sol-là soit amené. Voilà. Donc, ça va réduire l'effet de l'érosion de manière très drastique. Hein? Et ça va se permettre de ralentir de manière considérable la dégradation de ce sol-là. Et aussi protéger les micro-organismes contre les pluies diluviennes. Et aussi, effectivement, le froid. Hein, ça va avoir un effet d'insulation sur le sol et protéger et les vers de terre et les autres micro-organismes qui sont susceptibles au froid. Et l'autre partie du fagot qui est là, voilà, je vais le découper pour faire du compost. Certains me diront que, Marcel, où est-ce qu'on va trouver assez de matière organique? Si vous faites du maïs, en vous basant sur l'agriculture de conservation, vous pouvez mettre 60 graines de maïs par hectare, 60 000 graines de maïs par hectare. Et là, vous aurez plus que suffisant de la matière, des résidus végétaux qui vont servir, un, pour recouvrir votre sol, et de deux aussi pour nourrir vos bêtes. Donc, aujourd'hui, nous retiendrons donc qu'il faut apporter, en termes de leçons à retenir, qu'il faut laisser vos plantes le plus longtemps possible sur pied pour que la fonction chlorophyllienne puisse continuer à pomper du carbone dans le sol à travers le sucre, le carbone qui compte dans le sucre. De deux, il faut maintenir votre sol couvert en tout temps et en tout lieu pour éviter effectivement l'érosion par la pluie et le vent. Et de trois, il faut apporter de la matière organique, donc la matière végétale, dans le sol qui va servir donc de nourriture aux micro-organismes pour produire et du minéral et aussi de l'humus essentiel pour la fertilité du sol. Le but, c'est d'arriver à augmenter ne serait-ce que de 1% la teneur du sol en matière organique. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Et vous savez, si vous parvenez à augmenter seulement de 1% la teneur du sol en matière organique, vous augmentez la capacité du sol là à retenir de l'eau. Elle peut retenir jusqu'à près de 200 mètres cubes
Alors 200 mètres cubes, c'est 200 000 litres d'eau. C'est énorme. Ça peut faire la différence dans une période de sécheresse où vous avez un passage à vide de 3-4 semaines sans pluie. Cette matière organique-là, dans le sol, peut retenir assez d'eau et fournir donc aux plantes, au moment T, assez d'eau pour pouvoir passer des moments de stress. C'est très important. Voilà. Donc, nous allons au fil donc de ce voyage vers la maîtrise du processus du 4%, nous allons passer au pain fin chaque détail, les explications au millimètre. Là, c'était un peu une vue panoramique des processus. Ça fait des années que je le fais et les résultats sont probants. Vous n'avez pas besoin d'apporter dans vos sols des intrants, les engrais de synthèse pour la fertilité de votre sol. C'est du pur mensonge, du pur mensonge. Et d'ailleurs, cette agriculture-là, c'est l'agriculture du passé. Avec le changement climatique qui nous arrive, on va devoir adopter une autre approche agricole qui est basée sur les deux indicateurs clés, l'humidité, donc l'eau, et le carbone dans le sol. Là où va le carbone, bon, là où, comme je vous ai dit la dernière fois, le carbone constitue 60% de la matière organique. Donc quand on parle de carbone, on parle de matière organique. Okay? Et là où va le carbone, et alors écoutez très bien ça, là où va le carbone, l'azote suit. Là où va le carbone, l'azote arrive au galop. Ainsi, le phosphore, le soufre et tout ça, nanana. Retenez ça comme leçon aussi. Ok? Écoutez, on ne va pas aller très long dans les... Sinon, ça va devenir très lourd pour certains. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité de compréhension pour digérer l'information. Donc, on va aller étape par étape, mais continuer à rester ici. C'est essentiel. Et surtout, pour un continent comme l'Afrique, qui aujourd'hui qui paie très lourd les conséquences du changement climatique et qui aujourd'hui, les politiques agricoles, dans les vastes majorités, ont échoué d'introduire la notion de la préservation, de la restauration du sol pour pouvoir permettre aux paysans de doubler, de tripler, bien de quadrupler les rendements de manière autonome. C'est essentiel. Et si rien n'est fait, l'Afrique connaîtra une baisse de rendement de près de 20% d'ici 2050. C'est une urgence. Écoutez, c'est de vous faire un ciao. Je vous dis ciao. Restez attachés ici. C'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Okay? Je vous dis ciao et on se voit la semaine prochaine. Là-haut, c'est lequel là-haut. Moi, Minera, d'ici là.